Nous passons en moyenne 6h30 devant des écrans, smartphones ou ordinateurs. L'humanité est connectée, une révolution numérique qui pose beaucoup de questions. Sommes-nous sous influence? Eh bien, nous allons en débattre avec nos deux experts du numérique. Bonsoir Daria Marchenko. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de Ecoist Club, doctorante à l'UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal. Donc c'est en marketing, recherche sur la consommation numérique durable et la sobriété numérique. Et avec vous, Tristan Nitto, bonsoir. Bonsoir. Pionnier français d'Internet, fondateur entre autres de l'association Mozilla Europe. Alors merci à vous deux d'être là. Et Tristan, je vais commencer avec vous. Vous qui avez participé au tout début d'Internet, est-ce que vous êtes surpris par cette révolution numérique, l'ampleur qu'elle a pris sur nos vies? Alors, je suis surpris un peu, je suis déçu surtout. Je suis passionné de numérique depuis toujours et la vision que j'en avais, mais pas juste moi, mais dont j'avais hérité par exemple de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, pour lui et bien d'autres, l'idée était de faire un numérique émancipateur, quelque chose qui, si ça augmente l'humain, mais que ça soit pour son bien. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qui intègre nos vies, dirige nos vies, c'est pas émancipateur. C'est plus de publicité, c'est de la suggestion, c'est des addictions, c'est des choses, des machines qui font des choses à notre place, qui font nos devoirs. Comme ça, on progresse moins. Enfin bon, c'est globalement ça va pas, ça pille nos données personnelles. Plutôt le côté obscur de la force. Mais ouais, c'est pas génial. Et alors, ça pollue en plus. Donc, et ça pollue, ça c'est vrai qu'en plus c'est votre spécialité derrière Marchenko, effectivement la sobriété numérique. Mais j'aimerais revenir à cette notion d'augmenter. C'est vrai qu'en discutant avec vous, là voilà, j'ai mon portable et en fait c'est presque ma troisième main, mon troisième bras. On est en train de changer. Oui, tout à fait. En fait, moi, en tant que chercheur qui s'intéresse à la consommation numérique durable, je me suis posé les questions, mais qu'est-ce que c'est notre consommation numérique? Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? On peut voir qu'on intègre de plus en plus des outils et des services numériques dans notre corps. Donc, on commence par un téléphone intelligent, mais on a aussi des montres intelligentes. On a bientôt des lunettes peut-être intelligentes et ainsi de suite. Et aussi, ça me permet d'augmenter nos capacités. On performe mieux, on voyage mieux, on vit cette augmentation numérique. Et en fait, à travers ça, on change. En fait, on change qui on est profondément. Notre nature change. Et imaginons si on passe, comme vous avez dit, plusieurs heures avec nos yeux sur l'écran, avec nos doigts sur l'écran. 6h30 par jour en moyenne, hein, je rappelle ces chiffres. 22% de nos neurones sont connectés à nos doigts. Donc, ça change le schéma corporel, ça change le processus moto-sensoriel et en fait, qui on est, ça change. Et dans ce nouveau nous, on peut s'appeler comme les assemblages socio-technologiques. Et on ne parle plus de quelqu'un qui consomme le numérique, on parle d'un assemblage en fait. Donc ça change de point. On devient un assemblage. Exactement. Socio-technologique. Oui, ce qui est un peu effrayant, Tristan Nitto. Vous le ressentez comme ça ou pas? Ah ben j'essaye de lutter contre cette addiction que, comme beaucoup de gens, je subis avec plaisir, en fait, un plaisir un peu malsain. Mais oui, je me rends compte que, j'ai maintenant, mon téléphone me donne des rapports d'activité et me dit vous avez utilisé tant d'heures votre téléphone aujourd'hui, et encore, il compte pas les heures que je passe devant mon ordinateur et les heures que je passe devant ma télé connectée à regarder éventuellement des émissions ou des séries. Donc en fait, moi aussi, je suis victime comme tout le monde. Mais est-ce qu'on va devenir paresseux, idiot? Est-ce que c'est inquiétant? Je vais vous dire franchement, l'arrivée de l'IA m'impressionne dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je me rends compte à quel point on a tendance à déléguer, maintenant qu'on a appris en fait les langages humains et informatiques à la machine, elle sait parler aussi bien que nous, ça nous donne l'impression qu'elle sait raisonner, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et donc, ça nous donne envie de déléguer des choses compliquées comme réfléchir ou écrire un texte, alors qu'en fait, on se rend compte, et si on en parle à des scientifiques qui travaillent sur le sujet, l'apprentissage, il se fait dans la douleur, dans l'effort. Enfin, la douleur peut-être pas, mais l'effort. Il faut galérer à écrire un texte pour pouvoir écrire, et après, on s'habitue, et de plus en plus, on devient bon, on s'améliore. Mais si, dès le début,
on veut pas, on a le choix de ne pas faire cet effort et donc de déléguer à la machine la rédaction d'un email, d'un rapport, d'une lecture, la jeune génération va bouillir. Alors peut-être pas en regardant la télévision, mais en regardant sur son écran, en disant mais non, pas du tout, on n'est pas du tout comme ça. Juste, on va développer ce point-là, mais je voudrais revenir un peu sur les GAFAM, parce que ça aussi, derrière, vous nous l'expliquez, maintenant c'est devenu instinctif. Enfin voilà, on utilise les GAFAM et on le fait. On le fait naturellement et on se pose même plus de questions. Effectivement, parce qu'il existe cette invisibilité aux 3 niveaux. D'abord, on ne voit pas les infrastructures qui sont derrière le numérique. Deuxièmement, on ne voit pas les algorithmes qui nous on ne va pas dire manipulent, mais qui interagissent avec nous. Et troisièmement, il y a cette invisibilité des pratiques au quotidien qu'on ne peut pas en fait isoler de la vie courante. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire quand est-ce que ça commence, la consommation numérique, quand est-ce que ça s'arrête, comment on peut agir là-dessus. Si, par exemple, moi, je m'intéresse à la sobriété numérique et j'essaie de dire, mais à quel point et à qui on devrait dire qu'il faut s'arrêter, il faut éteindre le téléphone, il faut diminuer les heures d'hyperconnectivité. En réalité, j'ai l'impression que c'est très subtil. D'un côté, on peut dire que les GAFAM nous imposent leurs services et leurs produits. Bien entendu, vous avez remarqué que sans téléphone intelligent, maintenant, on ne peut pas quasiment fonctionner parce qu'il faut avoir accès à la banque, il faut avoir accès au courriel, il faut se déplacer, ainsi de suite. Donc, mais en même temps, on peut voir les objets numériques comme les objets ouverts. C'est jamais fermé, c'est jamais complet. Et on rentre dans une sorte de processus de co-création. En fait, moi, oui, effectivement, je demande à l'IA de créer quelque chose, mais moi, au retour, je suis aussi transformée par cette expérience. Donc, on doit toujours observer cette dynamique qui n'est pas seulement dans un sens que nous, on délègue. Donc mais pour l'instant, il y a quand même de la co-construction, on va dire, entre l'humain. On co-construit un assemblage qui est très intéressant et qui est très nouveau. Effectivement, la question devrait peut-être se poser, c'est où on met les frontières et comment on négocie cette construction de soi augmenté, de soi numérique. Parce que lorsqu'on nous propose de nous diminuer, dire arrêtons d'utiliser le numérique ou utilisons ça autrement, ça peut être vu comme une sorte de tentative de nous diminuer. Parce que nous, avec les réseaux sociaux, avec des outils numériques, on a créé nos identités, on a créé nos vies sociales en quelque sorte. Et ça devient un retour en arrière. très nuancé. En fait, oui, il faut réfléchir peut-être dans un contexte vraiment augmenté. Donc il faut prendre en considération l'ensemble de moi physique et moi numérique. Et moi numérique. Alors Tristan Nitto, juste sur le rôle des GAFAM, on voit qu'ils sont très critiqués et vous nous l'avez dit, ils font tout pour nous rendre accros. C'est ça le problème. Et en plus, ils sont américains. Alors ça serait pas grave s'ils étaient américains, mais on voit bien qu'on n'a pas le choix. TikTok est chinois et ça change rien à l'affaire. Ils sont pires que les Américains. Donc, TikTok est pire que les GAFAM. Effectivement, il faut voir qu'en fait, c'est un business qui vise à nous faire consommer de la publicité ciblée, et pour ça ils doivent collecter un maximum de données personnelles pour nous présenter des produits qui nous correspondent. Donc ils nous pourront nos données personnelles et après il faut qu'ils nous fassent rester dans leur univers pour qu'on consomme de la publicité. Donc vous allez sur YouTube, vous voulez regarder une vidéo, par exemple un tutoriel pour réparer votre lave-vaisselle. Bon, vous y allez. C'est pratique. En fait, oui, non, mais absolument. C'est là que c'est compliqué, comme on le disait à l'instant. C'est que c'est pratique, mais c'est aussi une addiction. Parce que derrière, il y a les algorithmes de recommandation, qui est l'ancêtre de l'IA. C'est d'ailleurs le produit d'IA qu'on utilise le plus au quotidien. C'est les algorithmes de recommandation qui vous disent « Ah, mais vous avez aimé ce tuto sur les lave-vaisselle, savez-vous réparer les grille-pains ?» Et à ce moment-là, vous avez un truc qui commence ou un truc complètement différent, mais qui est, parce qu'ils savent tout de vous, qui est hyper pertinent et qui correspond à vos goûts, même s'ils ne sont pas complètement assumés. Et vous regardez, et vous retrouvez à regarder des dashcams, des accidents de voiture en Russie, et des trucs comme ça, qui n'ont rien à voir avec les lave-vaisselle que vous êtes venus voir. Et l'idée, c'est de vous faire consommer. Et chez moi, mais ça marche super bien. Moi, vous me mettez devant YouTube pour regarder un truc. 2 heures après, je suis encore complètement absent, mais bouffé par le truc. Hein. Et voilà. Je suis sûr que parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, j'avoue moi aussi, toutes ces vidéos de chats qui ne servent à rien. Alors, Donald Trump s'est exprimé sur le sujet parce que c'est vrai que ça rapporte beaucoup d'argent, vous l'avez dit, hein, quand même, c'est très commercial. Et voici ce qu'il propose, le président américain.
Il y a tellement d'argent et c'est tellement énorme qu'il existe des idées où une partie pourrait être donnée au public américain, où le public américain, en gros, deviendrait partenaire des entreprises. Et je vais vous dire oui, j'ai parlé à toutes. Parce que nous devançons la Chine, nous devançons tout le monde sur l'IA et nous voulons que ça reste comme ça. C'est probablement la plus grande industrie peut-être que nous ayons jamais vue. Voilà, mais cette industrie était très inquiétante. Alors c'est Elon Musk. En ce moment, il y a eu un grand procès contre OpenAI parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et Elon Musk nous a dit attention, dans le pire des cas, l'IA nous tuerait tous. Alors là, je voulais avoir votre analyse de cette. Alors c'est une phrase peut-être provocante, mais c'est quand même Elon Musk qui le dit. Il est bien placé ou pas, Tristan Netto? Alors, je pense qu'il faut se méfier des propos d'Elon Musk en ce moment parce qu'il prépare une introduction en bourse absolument colossale. Et en fait, ça fait partie du storytelling que de dire, comme vient de le dire le président Trump, « Ah, attendez, c'est extraordinaire, c'est puissant, c'est formidable, c'est une occasion de ne pas louper. » Ils sont prêts à tout nous raconter pour mobiliser nos esprits autour de l'IA. Donc, il faut le prendre avec un petit peu de recul. Néanmoins, c'est vrai que l'IA va changer beaucoup de choses et pas forcément bien dans nos vies. Oui, Daria Marchenko, vous aussi, vous nous dites que toute cette communication, c'est pour qu'on consomme, nous. Parce qu'il faut que ça rapporte. Effectivement, à mon avis, en fait, il faut se méfier des grands propos comme ça, que le futur est comme ci et comme ça. En quelque sorte, l'IA, c'est quand même une chose extraordinaire qui va changer le monde et qui change déjà le monde. Je pense que ce serait intéressant, c'est de voir comment on peut protéger des façons alternatives de vivre, de travailler, d'avancer. Et c'est quand même un peu dommage qu'il y a des scénarios qui nous proposent... Mais c'est possible, ça, de vivre de manière alternative, sans retourner à l'âge de pierre? Ben là, en quelque sorte, alternative, c'est pas nécessairement un retour en arrière, c'est d'autres chantiers, d'autres visions. Et effectivement, je pense qu'il y a des artistes numériques et des artistes tout court qui peuvent imaginer ce monde, parce que la vision des artistes, c'est pas limités par les budgets nécessairement ou les technologies. Ils peuvent nous proposer des visions qui ne sont pas encore là, comme un peu la science-fiction. Je pense qu'il faut assembler beaucoup d'outils, notamment artistiques, pour pouvoir se projeter dans le futur qui est autre, qui est proposé par... Alors, donc vous nous dites pourquoi pas là. Alors, je rappelle quand même investissement cette année dans l'IA, 725 milliards de dollars annoncés en 2026. Donc, on sent que vraiment on y va. Tristan Netto, le problème, c'est que ça, c'est les Américains, vous l'avez dit, les Chinois, les Européens, ils font quoi? Eh ben, c'est sûr qu'on est à la traîne, mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Ah non, moi j'ai envie de reprendre la suite de Daria et dire en fait ce qui est important c'est d'aller marcher en forêt, c'est de faire un tour de vélo, c'est d'aller marcher sur la plage, d'aller nager, de ressentir ce qui est vraiment la vie, plus que rester à pianoter sur des petits morceaux de verre et de métal. Et vous n'avez pas peur que ça soit hors de contrôle et qu'on se fasse submerger par cette IA, par ces injonctions? Il faut rester vigilant, mais justement, vigilant, ça ne veut pas dire accepter et de courir après le train en se disant qu'on va essayer de le rattraper. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je pense que si tout le monde va dans la mauvaise direction, il est peut-être sage de ne pas aller dans la même mauvaise direction, peut-être essayer autre chose.